Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis Sébastien Dupont, je vais présenter les intervenants de ce début d'après-midi. Je suis moi-même psychologue et thérapeute familial au réseau Virage. Là, pour ce début d'après-midi, on va avoir un double exotisme avec l'intervention de Roxane Martel-Perron. Un exotisme parce que Roxane est en direct depuis Québec, au Canada. Pour nous, Roxane, on sort du déjeuner, vous sortez du petit déjeuner. Hein, il est 7h30 pour vous. Merci beaucoup du sacrifice que vous consentez pour cette intervention. Et donc, double exotisme puisque Roxane va nous transporter dans un autre monde et va nous parler de l'extrême droite. Roxane est spécialiste de prévention de la criminalité et de la violence, spécialiste de l'extrême droite. Et donc elle va nous faire une présentation sur représenter le crew, l'équipe, survol des codes visuels de l'extrémisme de droite. À vous la parole, Roxane. Parfait, merci. Donc, bonjour à tous. Ça me fait plaisir, encore une fois, de participer à un événement du Réseau Virage avec mes amis et collègues français. Donc, toujours un plaisir de me lever un petit peu plus tôt pour pouvoir être des vôtres. Donc, d'entrée de jeu, aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est un survol des codes visuels de l'extrémisme de droite. Donc, représenter le crew, en fait, le crew dans l'extrémisme de droite, c'est le groupe, l'équipe, la bande. Donc, lorsque Bruno m'a demandé de parler de l'extrême droite sous l'angle du corps et radicalité, ben, tout de suite m'est venu en tête de vous parler des différents codes visuels que va mobiliser l'extrême droite pour exprimer certains messages, certaines valeurs qui sont le propre de leur idéologie, de leur appartenance à ces groupes et à l'idéologie. Donc, ce que je vous propose comme contenu, j'allais dire ce matin, mais cet après-midi, donc un différent survol, en fait, de différents types de codes visuels qui vont être mobilisés par l'extrémisme de droite. On va parler de symboles, on va parler de numéros, on va parler de codes vestimentaires. Ensuite, on va aborder comment ces différents codes vont être mobilisés, soit de façon individuelle ou collective pour véhiculer différents messages et comment tantôt mobiliser pour démontrer de la force, à d'autres moments plutôt cachés pour être en mesure d'être plus socialement acceptables, comment ces codes vont être utilisés par l'extrême droite. Et finalement, mais quel constat on peut tirer de ces représentations corporelles? Comment représentons justement ce crew au travers de différents messages, parfois cryptés, parfois plutôt clairs, et quel constat on peut en tirer sur l'extrême droite de façon générale. Quelques précisions avant de se lancer. Comme vous vous en doutez certainement en raison de mon fort accent, l'extrême droite, je vous la présente surtout dans un contexte nord-américain, donc États-Unis, Canada. Par contre, je vais aussi vous présenter plusieurs exemples français au meilleur de mes connaissances. Donc, je ne suis pas une spécialiste de l'extrême droite en France, bien que je m'y défende très bien. Ce qui est intéressant avec l'extrême droite, c'est que les codes, les symboles visuels, vous allez les voir, vous allez en connaître énormément, sont les mêmes d'un endroit à l'autre, ils sont très universels. Par contre, il va y avoir certaines spécificités locales. Donc, un code au Québec ne voudra pas dire la même chose en France, à Strasbourg, ou même dans différentes régions de la France, donc dépendamment des spécificités locales, alors que d'autres vont vraiment être très universelles. On pense à la croix gammée, on ne s'y trompe pas. Quand on parle d'extrême droite ou d'extrémisme de droite, on est face à une idéologie qui est très large, qui a différentes déclinaisons. L'extrême droite, souvent, on la définit comme en fait une galaxie de groupes, de groupuscules, d'individus qui vont s'attacher à différentes idéologies, à différents groupes. On n'est pas nécessairement dans des groupes qui sont très
structuré, très établi dans le temps. Donc, il y a beaucoup d'évolution. Donc, quand je vous parle d'extrémisme de droite, d'extrême droite, pour les raisons de la présentation d'aujourd'hui, ben, j'y vais de façon très large. Donc, j'inclus autant les suprémacistes blancs que des groupes plus identitaires comme Génération identitaire en France. Je vais vous donner des exemples aussi de skinhead néo-nazis, d'alt-right. Donc, on est vraiment dans une myriade de déclinaisons qui ont tous en commun, ben, un noyau, justement, idéologique. Et finalement, ben, le code est toujours à prendre dans son contexte. Donc, je vais vous présenter différents codes, différents symboles vestimentaires. Si vous voyez une personne qui porte des bottes Doc Martens noires avec des lacets blancs, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est radicalisée d'extrême droite. Donc, tout est à prendre dans son contexte, bien que certains symboles soient plus évocateurs que d'autres. Donc, quand je vous parle d'extrémisme de droite, ben, j'utilise la définition du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, mon alma mater. Donc, on va vraiment parler d'une forme de radicalisation qui est identifiée à des motifs fascistes, racialistes ou racistes, suprémacistes, ultranationalistes. Et tout ça est fait dans une défense violente d'une identité qui est vue comme raciale. Donc, on n'est pas simplement dans du nationalisme ou dans une fierté identitaire d'être français, d'être québécois, d'être américain. On est vraiment dans une défense puisque notre identité raciale, ethnique ou pseudo-nationale est vue comme étant menacée face à un ennemi, entre guillemets, donc qui peut être l'État, donc l'autorité, certaines minorités, les immigrants, les femmes, les personnes issues de la diversité culturelle ou de la diversité de genre et les groupes politiques de gauche. Donc, encore une fois, très large. Alors, dans la première section, survol de différents types de codes visuels dans l'extrême droite. Donc, certains symboles visuels, le plus connu, justement, cette croix gammée que l'on connaît tous bien, mais on va aller voir d'autres codes qui sont très fréquents. Certains codes numériques et finalement certains codes vestimentaires. Je vous ai nommé l'exemple tout à l'heure des bottes Doc Martens avec des lacets blancs. Il y a d'autres codes vestimentaires plus récents qui sont mobilisés par l'extrême droite. Donc, dans un premier temps, on fait ce petit survol rapide et ensuite, on parlera de comment les individus, en fait, qui adhèrent à l'idéologie d'extrême droite vont mobiliser en fait, dans quel but ils vont mobiliser ces symboles. Vous avez quelques exemples vraiment en format plus logo. L'extrême droite est très friande, surtout l'extrême droite, les suprémacistes, les néo-nazis, très friande des tatouages. Donc, vous allez avoir quelques exemples. On va avoir aussi sur les vêtements, des drapeaux. On va avoir sur des porte-étendards, dans les graffitis aussi. Donc, ce désir d'afficher l'idéologie avec ces symboles. Survol très rapide, je vais vous mentionner à la fin de la présentation quelques sources pour aller en voir d'autres si c'est de votre intérêt. On va utiliser beaucoup dans l'extrême droite une symbologie qui va provenir justement du nazisme, du fascisme. On va remonter aussi jusqu'à la Grèce antique. J'ai un exemple en tête que je vous montre tout à l'heure où on réutilise le symbole lambda retrouvé sur le bouclier des Spartes. Donc, différents symboles. Bon, la croix gammée que l'on connaît très bien, l'aigle nazi. À votre toute gauche, on va avoir un exemple ici qui est le soleil noir. Donc, dans l'extrême droite, on a plusieurs déclinaisons, en fait, de la croix gammée. Donc, soit une croix gammée simple, une croix gammée double, qui est le colovrate, ou encore cet exemple ici où on a décuplé la croix gammée pour faire un soleil noir qui a été beaucoup mobilisé autant à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, mais de nos jours aussi, étant comme un symbole beaucoup plus crypté, beaucoup moins connu que la croix gammée qui est facilement reconnaissable par tout le monde. Plusieurs types de croix aussi. Je vous mets l'exemple ici de la croix du Ku Klux Klan, donc la croix avec la croix des Templiers avec une larme, une goutte de sang en son centre. Le point White Power, donc ce point blanc, souvent accompagné soit du 100% white, 100% proud, donc 100% blanc, 100% fier.
va parfois être accompagné aussi de RAHOWA, donc l'acronyme qui indique Racial Holy War, donc une guerre sainte raciale. Le Totenkopf, symbole de l'escadron nazi bien connu. Le drapeau confédéré ici accompagné d'un nœud coulant, donc double symbole qui nous rapporte à l'époque justement des sudistes, donc de la guerre contre et pour l'esclavage aux États-Unis. Et finalement, dans l'utilisation des drapeaux, on en a énormément. Ici, on a un drapeau de guerre nazie. Il va y avoir plusieurs drapeaux aussi, pas nécessairement associés au nazisme, qui vont être mobilisés. Je pense par exemple à certains drapeaux patriotes au Québec, certaines déclinaisons de drapeaux français en France qui vont être modifiés, instrumentalisés pour mettre de l'avant l'aspect ultra-nationaliste, donc pas seulement nationaliste, mais ultra-nationaliste d'une identité française, belge, québécoise, vraiment portée à son extrême, donc vraiment dans une vision exclusive de ce que cela veut dire d'être français, belge, québécois. J'aurais pu faire une présentation de 10 heures seulement sur les symboles visuels, mais poursuivons. Donc, ces symboles sont évolutifs, tant au niveau de l'histoire, mais bien aussi dans les différents groupes, vont être utilisés de différentes façons. Je vous donne l'exemple du lambda, donc qui est ce chevron abaissé qui a été repris au fil des âges pour représenter différents groupes. Donc, un bouclier spartiate avec le lambda, donc ce chevron inversé. Les chevrons étaient énormément utilisés sous le régime nazi comme les écussons, en fait, pour identifier les grades. Et de nos jours, on retrouve beaucoup justement de ces symboles, tant à l'endroit qu'à l'envers, dans différents groupes d'extrême droite. Génération identitaire, on voit clairement le lambda ici qui est représenté dans leur symbole, dans leur logo. Le fameux symbole SS, donc de l'escadron des nazis, donc justement à la période d'Hitler. Donc, ces deux éclairs énormément utilisés dans différents symboles. Deux exemples ici, donc la British Union of Fascists, donc l'Union britannique fasciste, donc qui réutilise l'éclair. En bas, dans ce qui se veut un gouvernail, donc le symbole du groupe Atalante, qui est un groupe néo-nazi québécois. Donc, on voit repris dans différents groupes, justement, ces symboles plutôt simples, mais qui vont être réutilisés dans différents logos plus récents. Dernier exemple, un autre symbole néo-nazi, donc et je le prononce toujours mal, donc les SA, qui est l'acronyme je ne le dirai même pas, je vais le massacrer, donc des escadrons nazis, donc sous Hitler, repris ici sur un bouclier, donc de Storm Alliance, où derrière le point, on voit bien d'un côté comme de l'autre deux éclairs, et le groupe a repris le S et le A, donc Storm Alliance, donc il ressemble beaucoup justement au même acronyme. Plusieurs exemples comme ceux-ci. On en verra d'autres par la suite dans les codes numériques énormément utilisés dans l'extrême droite pour véhiculer des acronymes ou des messages, beaucoup retrouvés dans des tatouages. Quelques exemples ici, 1-3, 1-2 que l'on voit dans la manche représentée sous la tête de mort dans les D, donc 1-3, 1-4, qui représente les lettres A, C, A, B. Donc, all cops are bad. Tous les policiers sont méchants, qui n'est pas nécessairement propre à l'extrême droite, qu'on retrouve dans différents groupes anti-gouvernement, qu'ils soient extrêmes ou non, mais qui est aussi présent dans l'extrême droite. Donc, le chiffre 14 ou les 14 mots, 14 words, représente une citation bien connue d'un fondateur de l'extrême droite américaine, donc qui dit que nous devons sécuriser ou préserver l'existence de notre peuple et un futur pour les enfants blancs.
On l'a dans le tatouage à gauche, donc 14 words, avec ici une autre type de croix. Et ensuite, il y a toute une myriade d'utilisations de chiffres qui vont représenter des lettres de l'alphabet qui elles-mêmes vont faire référence à des groupes ou à des mots associés à l'extrême droite, donc 1-8, 18 associé à Adolf Hitler ou au groupe Combat 18, donc Combat 18, qui est un groupe maintenant international, mais à la base, groupe néo-nazi américain. 8-8, HH, Heil Hitler, qu'on voit ici. D'ailleurs, quand on parle de code vestimentaire, la marque de vêtements sportifs Helly Hansen, qui a comme logo HH, est beaucoup portée par certains membres d'extrême droite, ne serait-ce que par ces deux lettres évocatrices d'Hitler qu'on va retrouver dans leur logo. Des dates aussi, donc 4-20, donc le 20 avril, qui est la date anniversaire d'Hitler, ou le chiffre 7-32, qui surtout dans un contexte français, en fait, va être utilisé, ou même au Québec, fait référence à la bataille de Poitiers, qui est une bataille qui était faite en contre justement des musulmans. Et là, on va réutiliser un peu cette image des Français ou même plus largement d'un groupe qui est menacé par l'envahisseur, entre guillemets, musulman et que l'on doit repousser pour défendre, en fait, la protection de notre peuple. Donc, vous avez des exemples ici. On va en avoir d'autres sur des codes vestimentaires. Donc, ces symboles, ces logos, ces chiffres, ces lettres, on les retrouve sur différents styles vestimentaires qui vont être portés par l'extrême droite. À la gauche, on voit davantage, je dirais, le style skinhead néo-nazi propre des années 90-2000. Donc, un style qui va être composé d'une veste d'aviation, ce qu'on appelle en anglais plus communément un bomber, donc un bomber jacket. Donc, une veste d'aviation, des pantalons camo, des pantalons d'armée, des bottes de travail qui nous viennent du style skinhead. Donc, cette sous-culture qui inclut, oui, les skinheads néo-nazis, mais bien d'autres types de skinheads pas du tout racistes. Donc, dans le skinhead néo-nazi, on a certains symboles qui vont être communiqués, en fait, par la personne qui porte le style pour afficher son idéologie. Donc, à une certaine époque, les lacets avaient une couleur importante sur les bottes Doc Martens. Donc, les skinheads néo-nazis allaient porter des lacets blancs. D'autres idéologies allaient porter des lacets jaunes, des lacets rouges, par exemple, quand on parlait justement des skinheads antifascistes. On avait même des skinheads de la communauté LGBTQ+, qui allaient porter des lacets roses, donc vraiment toute une déclinaison. Je vous présente jusqu'à présent beaucoup de symboles très masculins, mais bien évidemment, on a des femmes aussi dans ces groupes qui sont pas forcément mises de l'avant, mais qui sont tout aussi présentes. Donc, on a juste en bas une femme qui aborde le look skinhead néo-nazi, la coupe, donc coupé très, très court à l'arrière avec une frange à l'avant, donc que l'on appelait Chelsea, donc vraiment qui est le pendant féminin du skinhead néo-nazi. Et à la droite, on a certains codes vestimentaires plus récents, puisque je vous dirais le skinhead néo-nazi des années 90 n'a pas tout à fait disparu, mais il est beaucoup moins courant. On le voit beaucoup moins sur la rue. On va davantage voir certaines marques de vêtements mainstream, donc populaires, qui vont être repris par certains groupes d'extrême droite. Ici, on a au centre, avec le jeune homme qui porte un casque, la marque Fred Perry, qui est une marque de polo qui a été repris beaucoup justement par l'alt-right et par certains groupes en particulier. Ici, le groupe Proud Boys porte énormément de chandails Fred Perry, qui à la base n'est pas une marque raciste, mais qui a été choisi en raison de la couronne de laurier, qui est un symbole souvent associé à l'extrême droite, qui est immobilisé beaucoup par ce groupe nord-américain. En bas à droite, on a des skinheads en France, si je me rappelle bien, qui portent la marque Lonsdale, qui est une marque
en fait, qui est une marque, si je me rappelle bien, du Royaume-Uni, mais qui est choisie puisque dans Lonsdale, au centre, on a les lettres NSDA, donc qui sont l'acronyme en allemand du Parti national-socialiste travailleur allemand, donc un groupe néo-nazi. Et en haut, le T-shirt White Boy Street Fight Brotherhood, ben, c'est une marque qui s'appelle Stavstone, qui est une marque de vêtements de MMA, donc de combat, qui s'affiche vraiment ouvertement comme une marque, je dirais, raciste, donc vraiment décomplexée, qui va vendre la marchandise en ligne, donc avec des slogans racistes ou xénophobes, etc. Donc, plusieurs codes vestimentaires qui ont évolué au fil du temps. D'autres marques sont instrumentalisées aussi dans une moindre mesure. La marque North Face, donc, qui a été repris, modifiée. Ellie Hansen, que je vous ai mentionné tout à l'heure. Donc, certaines marques, oui, créées avec une idéologie bien en tête, mais beaucoup d'autres reprises par certains groupes, de par les jeux de mots ou l'évocation qu'ils peuvent porter. Donc, tous ces exemples de codes et de symboles, il y en aurait eu énormément d'autres à vous présenter, mais comment sont-ils mobilisés par les différents groupes et les différents individus d'extrême droite pour véhiculer des messages? Mais déjà, si vous êtes le moindrement intéressé à l'extrême droite, vous avez vu que souvent, ce sont des groupes qui vont collectivement vouloir démontrer force, supériorité, domination dans des manifestations par l'utilisation de certains symboles, parfois très évocateurs, parfois beaucoup plus cryptés. Ici, quelques images du Capitole le 6 janvier. C'est une bonne journée pour en parler avec l'inculpation de Trump. Alors, on peut voir ici quelques symboles. Il y en avait énormément. Il y a beaucoup d'articles en ligne qui s'amusent à les décortiquer. Donc, à gauche, on a un symbole beaucoup attaché à l'extrême droite. Donc, ces 3 triangles qui proviennent de l'imaginaire nord-européen, donc tout ce qui est de la culture viking scandinave. Donc, cet imaginaire aussi viking que l'on va reprendre et s'approprier puisque les personnes dans l'extrême droite souvent vont se voir comme étant des combattants modernes qui doivent défendre un peuple à l'image des Spartes, à l'image des Vikings, à l'image de différents peuples historiques qui ont eu à combattre. À droite, on a toute cette symbologie autour de Keg ou de Kekistan, donc qui est ce drapeau en vert qui reprend énormément le visuel du drapeau, donc des drapeaux de combat nazis. Keg et le Kekistan, c'est un pays imaginaire en ligne qui provient de 4chan, donc un groupe de forums en ligne très utilisé par l'extrême droite il y a certaines années. Ça a bougé vers d'autres forums beaucoup plus cachés maintenant, mais on voit clairement ici que les personnes qui sont en train de manifester lors du Capitole font un effort conscient pour se présenter sous une image de force, sous une image très masculine aussi. On reprend les habits militaires dans plusieurs des cas, ou justement des habits de combat, vikings, ça aurait pu être d'autres exemples. Quand on parle de démontrer force et masculinité, on va aussi vouloir démontrer l'unicité du groupe en s'habillant de la même façon, avec les mêmes couleurs. Donc, ce groupe Proud Boys que je vous ai mentionné tout à l'heure, habillé de jaune et de noir avec justement cette accessorisé en fait de vêtements militaires, de vêtements policiers. Et là, ici, c'est sa fourmille d'exemples de symbologie qui est mise de l'avant ou d'acronymes. On voit les t-shirts et les hoodies, donc les chandails Fred Perry. On voit plusieurs drapeaux américains, bien évidemment, mais aussi le drapeau Don't Tread on Me, qui à la base est un drapeau qui en fait qui est un drapeau de l'histoire américaine
patriote, mais qui est beaucoup repris maintenant par des gens qui se disent patriotes, mais d'une façon beaucoup plus xénophobe. Des acronymes comme FAFO, donc en anglais, fuck around and find out, pardon pour le langage, donc cherchez le trouble et vous le trouverez, en quelque sorte. Et ben, on voit justement ici que tous ces hommes, il y a quelques femmes aussi, mais majoritairement des hommes ici, ben, vont mettre de l'avant une image très forte et masculine de ce groupe d'extrême droite. Et bon, on a vu dans l'image précédente l'utilisation des couleurs pour démontrer justement un ensemble, j'allais dire une solidarité, on dirait que le mot me semble trop sympathique, donc une union. On va utiliser beaucoup aussi différents drapeaux, symboles pour mettre de l'avant cette union, mais aussi de démontrer un sentiment de force, puis impressionner les passants ou les gens vers qui on va aller faire des manifestations. Donc, en bas à gauche, le groupe Atalante, qui avait à une certaine époque l'habitude de parader dans les rues de Québec avec des drapeaux québécois, mais le drapeau du groupe Atalante, masqué, donc habillé de noir. On voit ici aussi, on a tout un choix vestimentaire qui veut en imposer. En haut à droite, manifestation, si je me rappelle bien, à Paris, au début des années 2000, où on avait un groupe qui venait manifester devant un édifice gouvernemental. Et là, on voit ce groupe, l'utilisation de drapeaux qui est venu habiller de façon très sobre, mais avec des drapeaux qui sont énormément utilisés. Donc, cette croix est énormément utilisée par l'extrême droite. Donc, encore une fois, démontrer une image de force, de supériorité, mais aussi d'unicité par l'utilisation de symboles décuplés. Donc, d'un côté, on a ces groupes qui veulent se montrer menaçants. On passe du Capitole à différentes manifestations, mais à d'autres moments, donc dans l'utilisation justement de symboles et de symbolique, de choix en fait vestimentaires aussi, à d'autres moments, on va ranger ces symboles pour vraiment mettre de l'avant cette dite vocation sociale que plusieurs groupes d'extrême droite veulent mettre de l'avant pour justement avoir une acceptabilité sociale plus grande. Donc, ici, un exemple, c'est le groupe Atalante, encore une fois. Donc, ceux-mêmes qui vont manifester dans les rues à une certaine époque et jusqu'à tout récemment, donc Noël 2022, organisaient des distributions alimentaires pour les plus démunis dans différents quartiers, des paniers de Noël, justement pour ceux que le gouvernement laisse de côté, donc ces bonnes familles blanches qui ne recevraient pas en fait de ressources en raison d'une immigration trop massive. Donc, lorsqu'on les voit et lorsqu'ils eux-mêmes se mettent en scène lors de ces activités dites sociales ou communautaires, associatives, on va laisser de côté, l'imaginaire que l'on met habituellement de l'avant de par les symboles, de par les vêtements, mais on va aussi laisser de côté l'idéologie plus radicale pour vraiment mettre en valeur, en fait, des valeurs de solidarité, d'union nationale, pour être en mesure, justement, de redorer le blason du groupe. C'est une technique que Atalante n'a pas inventée. Ça a été repris, du moins pour Atalante, par du groupe Casa Pound, qui est un groupe extrémiste néo-nazi aussi italien, pardon. Donc, en France, on a vu des mêmes tactiques. En Europe, dans plusieurs pays, en Allemagne notamment. Donc, Atalante ici en exemple, plusieurs groupes d'un côté comme de l'autre de l'océan vont mettre de l'avant justement cette vocation dite sociale. On va aussi choisir dans l'extrême droite, alors qu'on a peut-être un groupe composé d'individus individuellement, d'un groupe d'individus qui vont arborer différents codes et symboles plus ou moins radicaux. On va tout de même souvent se choisir des leaders qui sont plus socialement acceptables. Quelques exemples ici. On a, en fait, commençons par la gauche, on a Richard Spencer, qui est une figure qui, il y a quelques années, figure de l'alt-right américaine,
très importante, avait été un des conférenciers à Charlottesville, donc, est vraiment un bon exemple de cette nouvelle droite radicale, donc cette alt-right dans le cas-ci, qui se présente en veston-cravate, bien coiffé, avec une coupe de cheveux propre et vraiment un look un peu plus intello, un peu plus socialement acceptable, qui va vraiment venir trancher avec l'extrême droite que l'on a connue jusqu'à présent. Donc, une extrême droite davantage de rue, ben là, à ce moment-là, on mettait de l'avant davantage justement des leaders, des penseurs qui étaient beaucoup plus socialement acceptables. Un autre exemple en France, donc l'ancienne leader du groupe Génération Identitaire maintenant dissous, donc la dernière leader, donc Thaïs, pardonnez-moi si je le prononce mal, mais Thaïs Escuffon, donc cette jeune femme qui, jolie fille, blonde, qui a l'air d'une bonne étudiante, donc vraiment qui faisait une bonne leader, qui donnait une image très positive au groupe articulé, donc qui va vraiment se détacher de plusieurs membres du groupe en tant que tel, qui sont loin d'avoir une image tout aussi socialement acceptable. Et ça, c'est une technique qui est utilisée par les groupes d'extrême droite, mais les groupes radicaux depuis, j'allais dire la nuit des temps, mais depuis bien longtemps. Donc, un exemple canadien ici, donc Eliza Haydigan, qui était la porte-parole du Heritage Front, donc le front de l'héritage dans les années 80-90 au Canada. Donc, un groupe néo-nazi, suprémaciste blanc, assez très, très radical, qui avait choisi cette jeune fille adolescente, fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, pour être leur porte-parole. Donc, une image beaucoup plus socialement acceptable que, les néo-nazis tatoués qui pouvaient composer le groupe à cette époque. Donc, certains leaders socialement plus acceptables, mais aussi les codes que l'on va mobiliser dans nos manifestations ou dans notre vie, dans cette vie justement pour représenter le crew, mais on va les cacher pour représenter une image beaucoup plus léchée dans d'autres contextes. Je vous donne l'exemple ici de Raphaël Lévesque, qui est le chef d'Atalante, donc ce groupe d'extrême droite québécois dont je vous parlais, donc qui est le chanteur d'un groupe néo-nazi, d'un groupe de musique néo-nazi qui s'appelle Légitime Violence. Donc, on le voit ici à gauche, lourdement tatoué. Donc, on a quand même un look choisi et assumé donc non seulement d'extrême droite, mais bien, c'est assez de rue, assez street. Au moment d'aller comparaître pour la dernière accusation dont il a été, dont on l'a accusé pour avoir entré par effraction dans un journal au Québec et d'avoir intimidé justement des journalistes, il se représente, il se met en scène en cachant justement les différents tatouages, les différents signes et symboles qu'il arbore habituellement. Petit veston pour vraiment aller représenter une image du même beaucoup plus acceptable, beaucoup plus socialement acceptée. Donc, ces codes et symboles que l'on va ressortir, que l'on va mettre en évidence par moment, vont aussi par d'autres moments être remisés pour être en mesure de représenter des images beaucoup plus léchées et justement atténuer aussi la prépondérance de l'idéologie qui va être imagée par le fait d'arborer différents codes vestimentaires ou différents codes visuels. Donc, quel constat peut-on tirer de ce que je vous ai présenté jusqu'à présent? Les codes vont véhiculer des messages de plus en plus cryptés, alors que les skinheads néo-nazis des années 90 arboraient clairement des bottes, des bombers, on avait des croix gammées, donc des symboles très forts connus de tous. De nos jours, on a ces symboles qui ont évolué, qui se sont fondus dans d'autres codes vestimentaires beaucoup plus populaires, donc de plus en plus difficiles à décrypter, mais on a aussi davantage, beaucoup plus d'informations sous la main pour être en mesure de bien les comprendre. Et dans tous les cas, ils vont permettre de véhiculer les valeurs fondamentales, fondamentales du groupe. Donc, si on retourne à notre définition du départ, on choisit d'arborer sur notre corps des différents marquages corporels qui vont évoquer cette vision
raciale, de suprématie d'une culture, d'une race, d'une nation envers d'autres. Et ça va être vraiment le propre des symboles véhiculés dans la radicalité d'extrême droite. Et finalement, le fait d'arborer à travers les choix vestimentaires, à travers différents symboles, des tatouages et des drapeaux, arborer certains symboles d'extrême droite, ça permet non seulement de véhiculer ces valeurs, mais aussi de créer un sentiment d'appartenance au groupe et finalement de représenter le groupe. Donc, le sentiment d'appartenance dans les groupes d'extrême droite, qui sont pour la plupart inspirés de gangs de rue ou de groupes paramilitaires, le fait de s'habiller d'une façon commune, c'est très fort au niveau du sentiment d'appartenance. Et on va avoir souvent des individus qui vont arborer différents styles vestimentaires ou différents symboles sans nécessairement en comprendre toute la portée ou en fait sans en comprendre la portée ou sans nécessairement les choisir en fait en raison de leur message, mais plutôt pour se fondre dans le groupe et appartenir à cette masse en fait d'individus qui vient vraiment répondre à ce besoin justement de faire partie d'un groupe. Je vous laisse avec les 3 sources dont je vous parlais au départ, si la symbologie d'extrême droite vous intéresse. Donc, le petit guide illustré de la haine au Québec, qui va vraiment présenter des symboles québécois. Hate on Display, qui est la plus grosse banque de symboles sur l'extrême droite, qui est très, très bien fait. Et à ma surprise, en faisant de la recherche pour vous présenter la présentation d'aujourd'hui, il y a maintenant des ressources françaises, notamment Index Extrême, qui est très, très bien fait, qui va présenter différents symboles, différentes marques de vêtements vraiment dans un contexte français. Donc, très bien fait, je vous le recommande. Donc, voilà, je me tais, je laisse cela ici et je vais pouvoir accueillir vos questions. Christophe Borel, donc psychologue au DAPR. Je ne sais pas si c'est tant que ça une question qu'une remarque, mais ça m'a fait sourire parce que tout à l'heure, on discutait entre midi et deux des similitudes entre les radicalités. Enfin, voilà. Et quand vous avez montré les photos de ceux qui se font passer pour des boy scouts en apportant des cadeaux Noël, etc., tout en étant néo-nazis, ça m'a fait penser au Moujah tweet que Daesh diffusait pour montrer, par exemple, des gars de Daesh qui donnaient à manger à des enfants dans la rue et qui se faisaient passer pour des boy scouts aussi. Alors, je pense qu'on pourrait se poser la question de qui a copié qui, mais je pense que finalement, ça a toujours existé dans toute forme de radicalité, mais bon, voilà, c'était une petite remarque par rapport à ça. Tout à fait, puis je pense que c'est une technique, en fait, que tout groupe, j'élargirais même au-delà des groupes extrémistes, tout groupe qui sont des sous-cultures violentes ou criminelles vont par moments vouloir redorer leur blason de quelque façon que ce soit. Au Canada, on a beaucoup de groupes de motards, donc des groupes de motocyclistes criminalisés, qui vont aussi faire des paniers de Noël, des actions communautaires, justement, pour démontrer leur bon côté, en quelque sorte. Donc, j'abonde dans le même sens que vous. Oui, alors, du coup, j'avais 2 questions, notamment quand vous parliez des mouvements skinhead. Il y a la question de la reprise des codes par un groupe, peut-être pour perdre son pouvoir. Il me semble, alors je ne suis pas du tout spécialiste, mais qu'il y a eu ces mouvements-là dans les mouvements Redskins, en fait, de reprendre les codes vestimentaires qui appartenaient à d'autres pour que, justement, ils perdent de leur force. Je pense aussi, alors j'ai une fascination malsaine pour la musique d'extrême droite qui me fascine, hein. Et je pense à un groupe qui s'appelle les Brigandes, qui reprennent des chansons, on dirait un groupe gauchiste de musique plutôt sympathique, hein, les mélodies qu'on aime bien, et c'est pour tenir des discours haineux, de grands remplacements, c'est assez édifiant. Ou au rappeur Millennium K, qui vient reprendre en fait du rap, qui est quand même voilà, une musique empreinte de métissage pour défendre des choses un peu voilà, identitaires, hein, complètement. Donc voilà, je voulais voir un petit peu votre réflexion là-dessus. Et j'avais une autre question aussi sur les questions des masques, vu que vous disiez que les personnes étaient masquées parfois en manifestation. Je pensais à la question des masques pour soit se cacher, protéger son identité, ou la question du masque pour faire peut-être qu'un seul homme
la question des Anonymous, pour décaler la question de l'extrême droite, mais bon, je pense qu'il y a des liens. Voilà. Très bon commentaire. J'ai pris des notes sur les groupes les groupes de musique. J'ai moi aussi un intérêt malsain pour ce type de musique, de sous-culture. Bienvenue dans ce groupe de parole. Ça m'a fait plutôt penser, en fait, oui, vous avez tout à fait raison, et c'est dans un sens comme dans l'autre, on va aussi avoir des groupes antifascistes ou antiracistes ou des associations qui vont utiliser certains codes ou certaines nomenclatures d'extrême droite pour jouer contre eux. Donc, je pense par exemple, et là le mot m'échappe, ça me fâche, mais en ligne, on avait certains groupes néo-nazis allemands dans lequel il y avait une campagne Twitter à l'encontre pour qu'à chaque fois qu'on retweetait en fait leur acronyme ou leur nom, on redirigeait en fait vers une campagne des droits communauté LGBTQ+, donc pour justement faire perdre le sens en fait d'attachement envers le groupe d'extrême droite. Là, on redirigeait et là, on ridiculait en fait ces noms de groupe ou cette expression, et là, ça m'échappe laquelle, mais donc, c'est des techniques qui sont utilisées. On va avoir aussi cette technique de réappropriation, on l'a vu dans des manifestations, dans des marches de groupes néo-nazis en Allemagne où, sur le trajet, en fait, marché par les manifestations néo-nazis allemandes, un groupe, une association antiraciste avait avant marqué au sol différents point d'arrivée où on disait, bravo, vous avez marché maintenant 1 kilomètre. À chaque kilomètre, on va remettre 1 000 € pour l'Association des droits des immigrants. Donc, vraiment réutiliser leur propre tactique, leur propre méthode d'action, à l'envers, donc vraiment contre eux pour aller justement défaire tout le sens, en fait, qu'ils voulaient émettre. Donc, ça m'a fait penser à ces autres exemples. Au niveau des masques, vous avez raison, on l'a vu dans une des images que je vous présentais d'Atalante. Donc, oui, pour se masquer, pour rester anonyme, bien évidemment, mais le choix des masques, c'est pas parfois est aussi bien important. Donc, on va choisir des masques menaçants ou on va choisir des masques, en fait, le même masque pour tout le monde, puisque ça rajoute justement à l'effet. C'est impressionnant, un groupe de personnes qui est masqué de la même façon. Donc, on va jouer aussi sur les impressions, sur les émotions que le fait d'avoir un même symbole porté par tous, surtout un symbole qui nous masque, va jouer très fort aussi. Oui, moi j'ai une fascination pour les vidéos de djihadistes. Dans le groupe de support. Malsaine, bien sûr. Non, moi, ce qui m'a interpellé dans ta conclusion, Roxane, c'est l'évolution cryptique des symboles utilisés. Et ça fait écho un peu aux autres interventions de ce matin et de hier après-midi, où on peut avoir le sentiment inverse sur d'autres types de radicalité. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on ait envie de se cacher? Parce que dans l'absolu, comment dire, que ce soit dans les années 80 ou 90 ou aujourd'hui, il n'a jamais été légitime d'être néo-nazi. Alors pourquoi aujourd'hui plus qu'hier? Et pourquoi d'autres... Alors bon, là, je te propose de faire le saut sur d'autres types de radicalité, donc c'est peut-être moins ton sujet, mais je pense que tu as peut-être une idée. Qu'est-ce qui fait qu'on ait envie de se cacher? Ou au contraire qu'on a envie de s'affirmer? Est-ce que tu peux nous proposer quelques commentaires là-dessus? D'entrée de jeu, je dirais, il y a autant de trajectoires de radicalisation qu'il y a d'individus qui se radicalisent. Donc, il serait difficile de donner une raison pour l'ensemble, justement, des personnes qui décident de s'afficher ou non. Par contre, une des pistes de réponse que je peux avancer, comme tu l'as dit, pourquoi se cacher? C'est pas socialement acceptable d'être dans un groupe extrémiste. C'est pas facile non plus d'être dans un groupe extrémiste. Donc, le groupe est un cocon dans lequel, en fait, se veut un cocon dans lequel on va évoluer de façon plus protégée avec un groupe qui a la même appartenance idéologique, qui devienne une famille, des frères, des sœurs. Et ça, c'est ce qu'on veut vendre parce que dans les faits, ce n'est pas aussi beau que cela. Donc,
ça va vouloir donner envie de s'afficher. On a aussi parfois peut-être des gens qui ont plus ou moins quelque chose à perdre. Donc, si on n'a pas d'emploi, on est déjà socialement marginalisé, on est déjà très en porte-à-faux avec la société, très fâché, très frustré, très radicalisé, mais à ce moment-là, s'afficher dans le groupe apporte beaucoup moins de conséquences négatives, qui va apporter de conséquences positives, c'est-à-dire de se sentir utile, de sentir qu'on participe à quelque chose de plus grand que soi, qu'on est courageux, qu'on peut avancer la cause. Donc, je dirais que ça doit être toujours, c'est toujours en fait une balance en fait des avantages et des inconvénients, et dans les différents éléments en fait qui vont être dans la balance, mais on va avoir le groupe en tant que tel, donc de quel type de groupe on parle, appartenir à Génération Identitaire, c'est peut-être plus socialement acceptable que d'appartenir au Ku Klux Klan ou à un groupe skinhead néo-nazi beaucoup plus extrême. Génération Identitaire va avoir une image sociale plus, entre guillemets, acceptée que des groupes suprémacistes néo-nazis dans le sud des États-Unis. Donc, il y a ce volet-là, puis après, il y a le volet individuel, où la personne, qu'est-ce qu'elle gagne? Et aussi qu'est-ce qu'elle perd. Donc, si j'ai un bon emploi de fonctionnaire au gouvernement, je vais peut-être y penser à 2 fois avant de m'afficher dans les médias, dans la rue, quoique, puisque, oui, j'y gagne socialement avec mon groupe, mais qu'est-ce que je perds dans ma vie personnelle, familiale, professionnelle? Et c'est là où tout le concept de facteur de protection et de vulnérabilité vient en cause aussi. Donc, qu'est-ce qui est un filet social pour m'empêcher d'aller trop loin dans le groupe ou de m'afficher davantage? Et qu'est-ce qui m'y fait penser à 2 fois, justement, mais qu'est-ce que j'ai à perdre? Donc, un peu de ces concepts-là en accompagnement qu'on peut retrouver ici aussi, j'ai l'impression. J'aimerais vous soumettre une dernière question pour faire le lien avec la matinée où on a beaucoup parlé des différences hommes-femmes dans les marquages corporels de radicalité. Là, vous en avez présenté essentiellement des masculins. Il y a eu la coupe TLC pour les femmes. Est-ce que vous avez observé des codes spécifiquement féminins ou des modalités spécifiquement féminines d'afficher l'extrémisme de droite? Puis c'est effectivement une des faiblesses de ma présentation. J'aurais voulu avoir le temps de vous présenter davantage de déclinaisons, mais comme dans plusieurs groupes extrémistes, en fait, de l'extrême droite met davantage de l'avant les hommes que les femmes, bien que les femmes soient bien présentes et bien importantes aussi. De façon plus contemporaine, je vous dirais, les femmes dans l'extrême droite vont soit arborer les mêmes codes et symboles que les hommes, tout simplement, ou à l'inverse, vraiment à l'opposé, on a vraiment un retour aussi à une image traditionnelle de la femme. Donc, dans les valeurs de l'extrême droite, on est vraiment dans des valeurs ultra traditionnalistes, conservatrices. Donc, on a beaucoup ce retour à la femme traditionnelle, mère de famille, à la maison, qui supporte l'homme. Donc, je dirais, dans la mouvance traditionnaliste extrême, voire extrême droite, on a beaucoup cette image-là de la femme au foyer qui revient, qui reprend son rôle traditionnel, qui laisse l'homme justement aller travailler, aller s'occuper justement de la guerre sainte. Mais nous, la femme est vraiment responsable, d'élever des enfants, d'être la protectrice, qui va justement faire des enfants pour la suite, en fait, du groupe. Donc, il y a vraiment ce retour-là aussi. Mais sinon, on a des femmes qui vont arborer les mêmes codes et symboles que les hommes, les mêmes styles vestimentaires, tout simplement aussi. Donc ce serait plutôt le tablier de la ménagère, finalement. Exactement, exactement. Mais comme pour les hommes, on a vraiment toute une différente déclinaison de ces représentations. Je vais maintenant vous présenter notre prochain intervenant, Stéphane Guimper. Alors d'abord, je voudrais te remercier de ta flexibilité, puisque vous avez compris qu'il y avait eu des bouleversements dans le programme avec
l'absence, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de Serge Effez. Donc on a bouleversé le programme et Stéphane a accepté au pied levé de passer d'une intervention en atelier à une intervention plus longue cet après-midi. Stéphane est psychanalyste, chercheur associé à l'université de Strasbourg. Il est spécialiste de psychologie de la religion, avec des intérêts très variés. Il a fait sa thèse sur l'expérience mystique. Pour ceux que ces domaines intéressent, il a co-dirigé une somme qui est le dictionnaire de psychologie et de psychopathologie des religions. Et depuis 6 ans, je crois, il a un terrain de recherche assez exceptionnel. C'est-à-dire peut-être qu'il vous en parlera, il assiste à des grands procès de cours d'assises spéciales pour terrorisme. Donc il fait des pieds et des mains pour avoir ses badges de chercheur, pour assister à ces procès. Il nous parlera notamment de l'affaire de l'attentat-suicide du métro Malbec à Bruxelles, mais il prendra sa casquette de psychanalyste. Il va nous parler d'une analyse de rêve d'un djihadiste, et j'ai cru comprendre qu'il y aurait d'autres choses plus surprenantes, mais je te laisse te lancer. Merci. Je tiens à vous raconter mon rêve. J'étais sur un bateau avec Hamza, Suleiman. On avait chacun un otage. J'ai dit à Suleiman, qui avait une ceinture, « Prends mon arme et donne-moi ta ceinture, je me sentirai plus à l'aise. » Il me l'a donnée, puis à ce moment, je me suis précipité avec mon otage vers 2 soldats. Puis j'ai actionné ma ceinture, puis ma tête est arrivée dans une terre. Le cheikh Adnani et Abu Ahmed ont pris ma tête, puis ont dit « Il sourit ou pas ?» Point d'interrogation. À ce moment, j'ai vu l'âme de 3 personnes que j'avais tuées devant moi. Elles disaient « Quel jour heureux !» Là, j'ai commencé à avoir peur, pensant que j'étais dans le faux. Je disais « Alors, on était dans le faux ? Alors, on était dans le faux ?» Puis, d'un coup, les âmes de ceux que j'avais tués ont brûlé puis disparu d'une façon très rapide. Puis l'étendard de l'islam est sorti de la terre et s'est élancé vers le ciel. Ça veut dire un peu en hauteur. Puis j'ai vu une lumière au ciel dans mon rêve. C'était Allah, qu'il soit exalté et glorifié. Mon âme est devenue une boule de lumière. Il m'a dit « Mon serviteur, aujourd'hui ta délivrance. » La bonne crainte a envahi mon cœur. Puis à ce moment-là, je me suis réveillé en battant fort du cœur. Plus que ça, j'ai senti que c'était pas un rêve, mais une vision. Quand je l'ai raconté à Abu Ahmed, pour qu'il le raconte à celui qui interprète les rêves, il lui a dit que c'était une vision véridique. L'interprétation, c'est que je vais participer à une grosse opération qui va réussir et trouver le martyr. 2 jours plus tard, Khalid El-Bakraoui va actionner sa ceinture explosive le 22 mars 2016 dans le métro Maelbeek à Bruxelles. 1h10, 1h12 pour être précis, après que 2 de ses complices, son frère Ibrahim El-Bakraoui et Najim Lashraoui, aient fait de même à l'aéroport de Zaventem. Bilan du carnage, 32 morts et environ 340 blessés. Les enquêteurs vont retrouver, puisqu'il est question de cette thématique du corps qui est présente en filigrane de ces journées d'études, ils vont retrouver le corps, des bouts du corps déchiquetés de Khalid El-Bakraoui, nommément sa tête, sa jambe droite et 2 avant-bras. Alors en matière de surdétermination, un certain nombre d'éléments méritent d'être précisés. Khalid El-Bakraoui était un ancien délinquant multirécidiviste d'origine belge qui a transité par la case prison
où il a d'ailleurs fait un rêve assez saisissant qui a déterminé une conversion à l'islamisme radical. Là, on est en 2011. Par la suite, quand il va sortir de prison en 2014, il va se rendre avec sa femme pour un séjour touristique en Turquie. Et d'après le témoignage rétrospectif de sa femme, il va disparaître pendant environ 48 heures. Durant ces 48 heures, il va franchir la frontière à Gaziantep pour pénétrer en Syrie et rencontrer deux personnes, nommément deux personnes qui sont d'ailleurs évoquées dans ce rêve. Al-Adnani, qui à l'époque était considéré comme le porte-parole de l'État islamique, assimilé aussi dans la presse comme le ministre de la propagande ou le ministre des attentats, et la deuxième personne, Abu Ahmed, alias Oussama Attar, la kunya d'Oussama Attar, qui n'est rien de moins que le cousin de Khalid el-Bakraoui. Oussama Attar est le commanditaire des attentats du 13 novembre et du 22 mars 2016 à Bruxelles pour ce coup-là. Il était à l'époque responsable de l'Amniat. L'Amniat était les services de renseignement de Daesh et aussi de la COPEX, de la cellule des opérations extérieures, qui était particulièrement bien structurée, avec une dizaine de portefeuilles, ciblant en fait des zones dans le monde, l'Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, les États-Unis, l'Europe. Des endroits en fait où frapper, où taper dans une guerre asymétrique, sur le mode d'un djihad défensif, avec pour objectif et ça c'est extrêmement présent dans la rhétorique de la propagande de l'État islamique, de rendre coup pour coup, c'est-à-dire vous bombardez, vous, la coalition internationale, vous bombardez nos femmes, nos enfants et les hommes, eh bien on va faire pareil de votre côté. On ne parle pas du tout d'attentat suicide, mais d'opération martyr. C'est pas juste un effet sémantique. Toujours est-il qu'un témoin était présent à cette entrevue, donc novembre 2014. Ce témoin était Osama Krayem, un membre de la Liwa As-Sadiq, de la brigade de la vérité, une unité d'élite de l'État islamique qui était un vivier extrêmement dense, extrêmement riche, dans lequel Attar et d'autres personnes comme Abdelhamid Abaoud puisaient pour précisément constituer des commandos, des opérationnels projetés sur zone, et notamment sur zone européenne. Krayem était présent et donc il a pu, dans un deuxième temps, puisqu'il a été arrêté, lui aussi était partie prenante des attentats du 22 mars 2016, il a pu fournir des informations aux enquêteurs belges dans un premier temps, français dans un second temps, sur la teneur de l'échange entre Al-Adnani, Abu Ahmed et Khalid el-Bakraoui. Donc nommément il s'agissait de l'inviter et de l'inciter à constituer une cellule djihadiste en Belgique. Cellule djihadiste en Belgique qui avait pour vocation de constituer un soutien logistique extrêmement conséquent pour précisément ces combattants djihadistes projetés sur zone. Donc cette cellule, elle va vraiment elle va occuper une place cardinale dans la logistique et dans la manière dont un certain nombre d'attentats vont être perpétrés. Autour des frères el-Bakraoui, il va y avoir l'artificier Najim Lashraoui, mais aussi
Mohamed Abrini, Osama Krayem, Sofiane Ayari et quelques autres personnes qui n'étaient rien de moins que des cadres de l'État islamique, qui vont être rejoints par Abdelhamid Abaoud et par un ensemble de combattants qui vont ensuite utiliser, ou plutôt au préalable, qui vont utiliser la route des migrants pour s'infiltrer en 2015 et pénétrer en Europe pour accéder en Belgique. Ce qui est intéressant aussi en matière de contexte, c'est que, comme je viens de le dire, cette cellule belge n'avait pas du tout vocation à passer à l'action directement. Hein. C'était vraiment du soutien logistique. Alors qu'est-ce qui s'est passé le 22 mars 2016 ça a été les effets de la traque et de l'arrestation de Salah Abdeslam, hein, de Mohamed Belkaïd qui a été tué au passage, Sofiane Ayari qui a été arrêté en même temps. Et donc la police était sur les dents, la presse a commencé à diffuser des noms, des photographies des frères El Bakraoui, et dès lors ils se sont retrouvés dos au mur avec des projets de mener des opérations dans la perspective de l'euro organisé en France qui sont complètement tombées à l'eau. Résultat, ils ont fait le choix de cibler l'aéroport de Zaventem et le métro Maelbeek. Voilà quelques éléments extrêmement rapides concernant le contexte. Les éboueurs vont retrouver, le jour même de ces attentats, plusieurs ordinateurs, 2 ordinateurs précisément, dans une poubelle de la rue Max Roos à Bruxelles. L'un d'eux sera inutilisable, inexploitable parce que détruit, fracassé. Le second, les fichiers auront été écrasés pour la plupart, mais les enquêteurs belges vont faire un travail assez dantesque pour à la fois accéder à certains de ces fichiers, pas tous. Donc il y a des fichiers où il y a juste les intitulés. Schiphol, par exemple, un aéroport aux Pays-Bas, 13 novembre, etc. Mais le contenu, on ne sait pas. Alors que pour d'autres fichiers, il y a eu des testaments, des échanges audio, beaucoup de fichiers audio avec, entre l'Ashraoui ou El Bakraoui et Oussama Attar, qui était à l'époque localisé à Raqqa et qui fournissait des instructions, mais des instructions qui finalement étaient assez volatiles, puisque, et là aussi il y a une part de subjectivité assez conséquente qui est accordée dans ce genre d'opération, puisque les opérationnels en tant que tels, il leur est laissé une marge de manœuvre conséquente en matière de choix de cible, en matière de mode opératoire, en matière de date. En tout cas, jusqu'à un certain point, c'est négociable et c'est discutable. Le dossier d'instruction rend compte de ces éléments. Alors ce rêve, dans un premier temps, cette bribe de rêve que je vous ai lue, il y a plusieurs versions. Je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. La première version, c'est une version qui est parue dans la presse, 1 an plus tard, précisément dans Le Monde, dans un article rédigé par Soren Silo, un journaliste qui bosse sur les affaires de terreau dans le journal Le Monde. De mon côté, j'ai trouvé le récit de ce rêve absolument stupéfiant, saisissant. Il m'a percuté, je pense que je peux le dire. Évidemment, en tant qu'analyste, j'ai eu une oreille qui m'a interpellé, mais je me suis heurté à un écueil, à un mur. Alors je vais peut-être vous en dire déjà quelque chose dans un premier temps, voilà, ce sur quoi j'ai buté, à partir d'un abord freudien,
en l'occurrence, puisque je ne me situe pas du côté, par exemple, de Carl Gustav Jung et de l'inconscient collectif, où là, eh bien, il s'agit pour l'analyste jungien d'interpréter les rêves de ses patients, c'est-à-dire à partir d'un inconscient collectif, d'images archétypiques, des images primordiales, représentant l'animal, l'animus, le soi, l'ombre. Donc je ne m'inscris pas du tout dans ce référentiel. Je m'inscris dans le référentiel freudien, et c'est là que je bute en fait sur cet écueil. Parce que du point de vue de l'hypothèse freudienne, le rêve se rapporterait à la réalisation d'un désir inconscient. La plupart du temps refoulé, pas systématiquement, mais la plupart du temps refoulé, générant en quelque sorte un texte crypté, des images visuelles fragmentées qui ouvrent littéralement sur une autre scène. Le voile du contenu manifeste, cette scénographie du rêve mise en discours, mise en récit, se doit d'être, jusqu'à un certain point, en tout cas, traversé, transpercé, pour accéder à un contenu latent. Mais pour accéder à ce contenu latent, il s'agit de s'appuyer sur les associations libres. Les associations libres, non pas de l'analyste, mais de l'analysant. En tout cas du rêveur, de celui qui a fait le rêve. Et en l'occurrence, les associations libres de Khalid El-Bakraoui, on ne les a pas. On ne les a absolument pas. Alors, ce faisant, mes terrains de recherche étant exclusivement parisiens, Sébastien a évoqué très brièvement un de mes terrains de recherche qui se localise au palais de justice, à l'ancien palais de justice de l'île de la Cité. C'est un de mes terrains de recherche. J'ai d'autres terrains de recherche. Conférence, elle est filmée, elle est diffusée, donc je n'en parlerai pas ici. Toujours est-il que ces autres terrains de recherche, évidemment, mobilisent considérablement aussi à la fois ma réflexion, mes questionnements et mes pérégrinations au niveau, précisément d'un voyage, vers des contrées énigmatiques d'où le jeu ne revient pas indemne. J'ai fréquenté un certain temps le séminaire fermé que co-anime Gilles Kepel à Normal Sup. Kepel m'a présenté Pierre Laury. Pierre Laury, islamologue, qui est occupé à cette époque-là, donc là on est en 2017, au moment où le rêve est publié dans la presse, dans Le Monde, en l'occurrence en France, aussi publié dans des journaux belges. Pierre Laury occupait la chaire de mystique musulmane à l'école pratique des hautes études. C'est quelqu'un qui, parmi ses spécialités, s'est beaucoup intéressé aux rêves, à l'onirocritique musulmane, à l'interprétation des rêves. De ce côté-là, évidemment, eh bien, j'ai pas manqué à la fois de le solliciter et aussi d'ouvrir un champ, parce que je me suis d'emblée rendu compte que l'abord psychanalytique allait s'avérer fécond jusqu'à un certain point, mais limité quand même. Limité d'autant plus que cette dimension d'onirocritique, de tabir, d'interprétation du rêve, était omniprésent aussi du côté de l'islamisme radical. J'en dirai peut-être quelque chose plus tard s'il y a des questions. Bon, toujours est-il que on se rencontre avec Pierre Laury à plusieurs reprises, à Paris, à la Sorbonne, et on échange, on discute, je lui envoie la copie du rêve. Bon, il me dit clairement d'emblée, écoutez, moi je suis très, très mal à l'aise avec ce rêve. Voilà, ça me met mal à l'aise, il est saisissant, mais voilà, je suis mal à l'aise. Je lui dis, ok, moi je suis un peu mal à l'aise aussi, mais bon, pour autant, ce rêve, il est captivant. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, au préalable, je vais vous donner quelques éléments du point de vue de la critériologie des rêves dans la tradition de l'islam, qui se superposent en rien à l'abord freudien. Il y a des rêves considérés comme authentiques,
ou véridiques, transmis par message divin ou par l'entremise du prophète, qui peuvent gratifier des amis de Dieu, des croyants, mais aussi, ça arrive, des mécréants, des incroyants. Il y a des rêves sataniques. Les rêves sataniques, ce ne sont pas des rêves dans lesquels Shaitan aurait tout pouvoir sur la personne qui rêve, en lui, en le possédant ou en lui infligeant une maladie spirituelle. C'est pas du tout dans ce registre-là. C'est plus une manière de parasiter, d'opacifier le rêve, d'induire une forme de tristesse, de court-circuiter les sens internes, les facultés de l'âme. Et puis ensuite, il y a des rêves naturels qui sont un petit peu considérés comme peu intéressants, comme le reliquat de la mémoire diurne, des éléments qui empruntent au quotidien, mais qui laissent finalement une empreinte qui n'est pas vraiment digne, qu'on lui consacre, qu'on leur consacre énormément de temps pour les interpréter. Alors, j'en reviens à la question de la gêne. Pierre Laury me dit clairement d'emblée, et moi j'ai eu la même intuition, à l'époque sans avoir ces connaissances-là, il m'a dit ça pourrait être le rêve d'un mystique. Ça pourrait être le rêve d'un mystique. C'est un type qui se fait exploser et 2 jours avant il a un rêve pareil, quoi. Alors, sur quoi l'accent est mis? Alors l'accent est mis sur plusieurs points. Alors le premier point, c'est la lumière, hein, la lumière, Al-Nour, qui est l'unique élément où Allah se définit. Donc c'est renvoyé, Laury notamment m'a renvoyé à la sourate 24, le verset 35, et puis surtout, dans nos échanges, eh bien, il s'est avéré que c'est pas juste la lumière, c'est une fusion, c'est une transformation au sein de la lumière. Parce que le rêveur, le personnage du rêveur, la tête, elle quitte la terre et elle fusionnerait dans le récit du rêve avec Dieu. Ensuite, il y a la question du doute. Le doute qui transpire, en fait, dans ce rêve. Le doute déjà par rapport aux âmes qu'il a emportées dans la mort, et ces âmes qui surgissent, qui font retour, et qui disent « quel jour heureux ». Et là, il se demande à 2 reprises « est-ce qu'on est dans le faux? Est-ce qu'on est dans le faux ?» Ce doute qui, dans un certain nombre de récits de rêves, incline au discernement. Bref, la question du rêve authentique s'est posée pour nous. Elle s'est posée sur une ligne de crête où, évidemment, il y a des questions morales qui ont été interrogées, mais aussi, évidemment, des questions éthiques. Voilà, des questions éthiques qui peuvent s'entendre au sens psychanalytique du terme. Hein. L'éthique en tant que colloque singulier et solitaire du sujet confronté à son propre désir. Hein, son propre désir qui, toujours, se dérobe. Alors le corps obstacle. Le corps obstacle, le corps à la fois lieu d'apparition de la lumière, mais aussi le corps qui voile l'âme, qui voile l'âme à elle-même, hein, c'est le séparant finalement de cet essentiel divin, avec en arrière-plan la question du désir charnel, des entraves qui viennent limiter, qui viennent faire point de butée quant à des aspirations. Et là, je bascule du côté d'un certain nombre de mystiques de l'islam, que ce soit Ibn Arabi, que ce soit Kubra, que ce soit Molla Sadra ou d'autres, avec cette ascèse, cette décantation drastique du moi, visant en fait à tendre vers une forme de transparence, un miroir
où le créateur serait en mesure de percevoir sa créature au travers du regard en tant que témoin de contemplation, hein, le shahid, mais dans une toute autre acception que le martyr tel qu'il peut être envisagé par les théoriciens modernes du djihad, d'Al-Qaïda ou de Daesh. Et pourtant, à contrario, se pose aussi cette question, cette translatio entre le monde d'ici-bas et la perspective, la promesse d'un accès outre-mort au paradis pour jouir de vierges. Cette continuité hyperbolique de type extatique avec la perspective précisément d'avoir un accès VIP au paradis. Paradis en faisant l'économie du barzakh, de l'intervalle de la tombe, du grand rassemblement et du jugement dernier. Donc vraiment quelque chose qui articule des questions du côté de la mort, mais du côté de la mort et de l'au-delà. Alors, il s'agit de trancher à un moment donné aussi, tranchant de l'interprétation, mais au préalable, il me faut encore vous dire quelque chose concernant cette cellule belge. Alors cette cellule belge, évidemment, elle a été, j'en ai dit un mot tout à l'heure, elle a été évoquée dans le cadre du procès V13, donc des attentats du 13 novembre, procès fleuve qui s'est étalé finalement sur 10 mois, hein, entre 2021, septembre 2021 et puis fin juin 2022. Et au tout début du procès, je crois au mois de septembre, un enquêteur de l'ASDAT, sous direction antiterroriste, jeune commissaire particulièrement brillant, a évoqué à la fois cette cellule et un certain nombre d'acteurs majeurs, sachant que dans le box des accusés de ce procès, il y avait 2 survivants de cette cellule, nommément trois survivants. Mohamed Abrini, Sofiane Ayari et Osama Krayem. Donc des djihadistes particulièrement intéressants au niveau du parcours qui a été le leur et de certaines informations qu'ils ont fournies. 2 d'entre eux choisiront de garder le silence, c'est leur droit. Par contre, en amont, ils auront beaucoup parlé durant leur garde à vue et durant les interrogatoires successifs menés notamment par des magistrats du PNAT, donc du Parquet national antiterroriste. Bref, donc voilà pour l'élément. Et donc ce commissaire évoque Khalid El-Bakraoui et le 3e rêve, le 3e rêve de Khalid El-Bakraoui paru dans la revue Dabiq. La revue Dabiq qui était une des revues de propagande de l'État islamique. Il y avait aussi notamment Roumia qui a pris le relais de Dabiq, une revue qui paraît en anglais. Dans cette revue, j'avais effectivement repéré ce rêve qui était paru dans la foulée des attentats du 22 mars. Et il y a eu 2 autres rêves de Khalid El-Bakraoui. Donc les 2 autres rêves, je ne vous en parlerai pas, mais ce 3e rêve, donc celui que je vous ai lu tout à l'heure, je vais vous en dire quelque chose. Le commissaire, il dit, le 3e rêve paru dans Dabiq, il est identique au rêve trouvé sur l'ordinateur de la rue Pax-Ross. Mot pour mot, je le cite. C'est faux. C'est faux. Je réagis sur le moment, je quitte la salle quelques minutes plus tard, je tombe d'ailleurs sur le journaliste Soren Silo, que je connais, avec lequel j'ai des échanges réguliers, on se percute littéralement dehors, et il me dit « T'as entendu pour le rêve ?» Alors j'ai dit « Oui, mais c'est pas... Non, effectivement, c'est pas la même version. C'est pas la même version. » Alors, qu'est-ce qui se passe ? La version, elle a changé. Elle a changé dans la revue Dabiq. La propagande de l'État islamique s'est infiltrée dans le récit du rêve
de Khalid El-Bakraoui. Alors qu'est-ce qui change? Plusieurs points. Je vais commencer par ordre chronologique et en même temps, ces points-là vont monter en matière d'importance, vont monter crescendo. Alors, Hamza, dans le rêve, qui est Sofiane Ayari. Suleiman, c'était Ibrahim El-Bakraoui. Donc, Ibrahim El-Bakraoui, il est mentionné. Il est mentionné tout simplement parce que lui aussi, du point de vue de la propagande de l'État islamique, il est mort martyr. Il est aussi mentionné dans la revue Tabik, en même temps. En revanche, Ayari a été arrêté. Donc, Ayari, Hamza, il y a une substitution. On ne parle plus de Hamza, on parle d'un autre frère. Les otages qui ont été tués, ce ne sont plus des otages, ce sont des soldats turcs. Intéressant. Pourquoi des soldats turcs? Là, on est, je resitue, donc on est dans la première moitié de l'année 2016. À partir de mi-2015, Recep Tayyip Erdogan et la Turquie ont commencé à cibler des camps d'entraînement de l'État islamique en Syrie. Et à l'été 2016, ils vont rallier la coalition internationale. Donc, en guise d'hypothèse, c'est une manière aussi pour l'État islamique, a priori, de cibler, de stigmatiser des mauvais musulmans. Toute la partie concernant le doute, j'étais dans le faux, évidemment, elle est squeezée. Il n'y a plus de doute dans le rêve. Dans le récit du rêve, passé par le tamis de la propagande de l'État islamique. Abu Ahmed n'est plus présenté comme Abu Ahmed, mais comme un autre frère. C'est plus neutre. Parce qu'à ce moment-là, en tout cas, les services de renseignement européens ne sont pas encore certains d'avoir identifié qui se dissimule derrière Abu Ahmed, autrement dit, qui est le commanditaire des attentats du 13 novembre en France et du 22 mars 2016 en Belgique. L'étendard de l'islam n'est plus l'étendard de l'islam, c'est l'étendard de l'État islamique. Alors pour certains, c'est la même chose, pour d'autres, c'est pas vraiment la même chose. Et enfin, last but not least, la lumière. Alors la lumière, mon âme est devenue pleine de lumière. C'est la seule chose qui figure. Il n'y a plus l'envol, il n'y a pas la fusion avec Dieu. Alors, on peut se demander, en tout cas je me suis demandé, j'en ai un petit peu discuté aussi autour de moi, avec évidemment Pierre Laury, mais aussi avec d'autres interlocuteurs. Ça reste ouvert, mais un des points étant de supposer que ce n'est pas forcément la meilleure chose sur le plan de la propagande, de considérer que quelqu'un, et a fortiori un soldat du califat, ait un accès direct, non médiatisé à Dieu, sans en passer par l'État islamique. Alors, en matière d'interprétation, il me reste combien de temps? Il reste 1 minute. Non, tu vas m'en laisser 5. Alors, 5 et je boucle. Et je la boucle. Alors, en fait, il a des revues islamistes et tout, donc c'est un peu impressionnant en fait. Donc ok, je laisse Catherine. Donc il y a 2 niveaux, au moins. Il y a 2 niveaux à prendre en compte. En tout cas, je prends en compte 2 niveaux. Alors, le premier niveau, l'hypothèse du rêve véridique. Alors, ce n'est pas du tout une catégorie psychanalytique, on est d'accord. Hein. Néanmoins, je la mobilise, je l'interroge, je ne sais pas, et je laisse la porte ouverte. Je laisse la porte ouverte, pourquoi? Je laisse la porte ouverte déjà parce que je suis en train de
Je suis engagé sur un autre travail qui porte sur l'onirocritique musulmane à partir des cours de Louis Massignon au Collège de France au début des années 40. J'ai accès aux archives. Et j'ai été frappé par le fait qu'il disait que le sommeil est une trêve divine où Dieu met l'âme en paix avec lui, en la soustrayant au contrôle, à la sanction de la loi révélée et en l'introduisant à l'au-delà. Massignon est une figure, un orientaliste spécialiste mystique de l'islam, figure incontournable pour qui s'intéresse à ces questions-là, a été lui-même traversé par un éprouvé brut, théodidacte littéralement en 1908, quand il était en Mésopotamie, empêché de mener à terme une mission diplomatique. Il a été forcé de retourner au bord d'un rafio et dans une sorte de raptus anxieux, en étant persuadé qu'on voulait l'assassiner. Il s'est saisi d'un couteau au comble de la déréliction, en transpirant la culpabilité parce qu'il était animé par des traits, par une attirance homosexuelle qu'il assumait et qu'il assumait pas en fait. Il s'est saisi d'un couteau, il l'a retourné contre lui pour se le planter dans le cœur. Pas percé profondément, il a été saisi par différents membres de l'équipage, entravé, ligoté pendant 2 jours, et là il a commencé à traverser un moment qu'il appellera dans un après-coup un moment de reconversion avec le recours de Mansour al-Hallaj, martyr mystique de l'islam, mort en 922, qui va servir, selon le discours de Massignon, d'intercesseur qui va le recaler face à la foi catholique. Et ce faisant, il va essayer d'en rendre compte, dans un après-coup, de ce vécu en parlant de la visitation de l'étranger au cœur du point vierge. Alors, le point vierge, c'est un lieu sans localisation qui se situe, selon Massignon, au cœur de chaque être humain, où Dieu aurait la possibilité, il a le choix de visiter ou de ne pas visiter le pire des mécréants ou l'homme le plus pieux. Cette question, elle déroute sur un plan moral un certain nombre elle peut dérouter un certain nombre de personnes, mais elle peut aussi s'interroger, comme je le fais, du côté de la perspective que finalement, quelles sont les prérogatives? Qui peut dire finalement, lui, en fonction de son parcours, en fonction de son existence, eh bien, il mérite pas d'être gratifié de tel type de rêve. Et lui, par contre, il mérite. En fait, j'en sais rien. J'en sais strictement rien. Et je laisse la porte ouverte. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, qui est corrélé au premier niveau, évidemment, c'est la lecture. La lecture qui est proposée par l'onirocrite de Daesh. Donc par le tiers qui va interpréter le rêve. Et le rêve qui va s'inscrire dans le grand récit vectorisé par l'État islamique. Cette interprétation, elle lit littéralement le rêveur. Autrement dit, celui qui soumet un rêve à un onirocrite, l'onirocrite est tenu d'interpréter son rêve, à certains moments de la journée, selon certaines façons de fonctionner, partir d'une certaine éthique. Vous voyez, je nuance considérablement sur beaucoup de plans, avec une capacité de discernement plus ou moins prononcée, mais en contrepartie, celui qui soumet le rêve, il doit s'en tenir à son interprétation. Et là, il y a quelque chose qui fait lien, qui enferme, qui noue, a priori, Khalid el-Bakraoui dans cette aspiration à mourir martyr. Et selon le témoignage, et je vais conclure là-dessus, Sébastien, selon le témoignage d'Osama Krayem, qui lui aussi était muni d'un sac à dos avec du TATP dedans et qui devait descendre dans le métro Mailbec, et lui n'a pas voulu aller au bout, il a dit que Khalid el-Bakraoui, le matin après la prière de l'aube, il a fait demi-tour à plusieurs reprises, et notamment dans la rue, il a fait demi-tour. Donc il y avait du doute, j'en sais rien, mais en tout cas une hésitation, une angoisse massive qui était prégnante et qui transpirait manifestement. Voilà.
Je vous remercie. Merci beaucoup. Là, vous avez toutes et tous identifié l'érudition de Stéphane. Donc, si vous avez des questions à lui poser, je propose des questions très fermées où il peut juste répondre par oui ou par non. Par exemple, voilà, si c'était possible. Merci, Sébastien. Si c'était possible. Moi, j'ai une question par rapport à ce rêve, c'est super intéressant. Donc, de ce que je comprends, ça aurait été peut-être un mystique. Il aurait peut-être été reconnu comme un mystique, ce jeune homme. Sauf que, de ce que vous a dit le collègue alors que de ce que je crois savoir, c'est tout l'inverse chez les salafistes, qui justement nient les intercesseurs, c'est-à-dire les marabouts, hein, les saints musulmans, pas vivants mais enterrés, qui étaient les intercesseurs entre les hommes et Dieu. C'est de la négation, on détruit leur Kouba. Et là, je me dis que finalement, le fait que le rêve ait été changé dans le journal de propagande djihadiste, c'est peut-être aussi, ça vient peut-être aussi de là. On a enlevé le caractère directement divin ou qui reliait à Dieu en laissant quelque chose finalement d'assez factuel. C'est une question. Est-ce que vous pensez? Moi, je n'aurais pas assimilé Khalid el-Bakraoui à un mystique. En revanche, l'échange que j'ai eu avec Pierre Laury, c'était précisément au niveau du récit du rêve. C'est-à-dire, lui, ce qu'il a bousculé, hein, et moi aussi, de mon côté, c'est que c'est un récit, au niveau du contenu manifeste, c'est un récit qu'aurait pu avoir un mystique. Ça ne fait pas de lui un mystique. Voilà. Vous voyez la nuance déjà. Ça, c'est un premier point. Ensuite, effectivement, mais il y a tellement, il y a tellement de contradictions logiques, si on peut dire, que ce soit, c'est pas le recours à l'istirara, hein, l'incubation avec une demande adressée sur un plan spirituel pour avoir une réponse à une question la nuit. C'est pas, les canonistes a priori condamnent ce type de pratique. C'est populaire, c'est très pratiqué par ailleurs. Le recours à la roquia, beaucoup d'islamistes radicaux, par exemple Abdelkader Mera, quand il allait dans la cité des Izars pour accéder à différentes familles et diffuser la propagande salafiste djihadiste de la filière d'Artigat dont il était membre, eh bien, il était accompagné d'une personne qui avait un caméscope sur l'épaule et il pratiquait la roquia, hein, donc l'exorcisme sur un mode pré-islamique, etc., etc. Donc oui, c'est intéressant ce que vous relevez, ce que vous pointez. Disons qu'il ne s'agit pas d'être dans un exercice de rigueur trop logique. Au contraire, il s'agit d'interroger l'absence de logique a priori pour tenter de questionner ce qui échappe, en fait, sans forcément vouloir le saisir. Comment est-ce qu'on pourrait penser la question qu'on voit déjà un peu dans le récit du rêve, du spéculaire et de la jouissance dans ce rêve de Khalid el-Bakraoui? Alors c'est difficile à dire, puisque déjà on n'a pas les associations du rêveur, d'une part, et puis d'autre part je ne l'ai pas rencontré. Je ne l'ai pas rencontré. Après, il y a quelque chose de l'ordre presque d'une traversée du miroir. Alors c'est assez difficile. C'est assez difficile à entendre sur le plan juridique. Sur le plan juridique, parce qu'il y a ça c'est mon oreille. C'est mon oreille. C'est que souvent, là je pense à une affaire pas très médiatisée qui a eu lieu une semaine durant, là, il y a 3 semaines, au Palais de Justice de Paris, d'un couple qui a rallié l'État islamique en Libye en 2016 avec leurs 2 gamins de 4 et 6 ans. Et du côté de l'homme, lui, il avait une idée fixe, son désir, c'était de mourir martyr.
quelqu'un de particulièrement intelligent, très fin, qui a renié son allégeance à l'État islamique, mais qui n'a en rien renié son engagement djihadiste. Pour lui, il s'est trompé de groupe, c'est tout. Il a assumé, il était dans le box, il a défendu, il n'a pas du tout glissé dans les questions pièges que lui avait adressé l'avocat général du PNAT, du Parquet national antiterroriste. Et lui, en fait, avait articulé la propagande de l'État islamique dans la foulée des printemps arabes avec les signes de la fin des temps, sur fond d'intérêt concernant le grand recteur et les religieux de l'université d'Al-Azhar. Donc il a construit quelque chose qui semblait logique sur un certain point, mais sous-tendu à la fois par une quête spirituelle extrêmement forte et un projet mu par un sentiment islamophobe qui le prenait littéralement au corps, parce que il avait poussé les études jusqu'à un certain niveau, il n'avait pas trouvé il n'avait pas trouvé de travail, il a envoyé CV sur CV, entretien sur entretien, il était quasiment systématiquement reçu en entretien et jamais retenu, ou alors retenu à certains endroits, mais se faisant CDD non converti en CDI, etc. Donc tout ça pour dire que l'expérience religieuse, l'expérience spirituelle, souvent se retrouve phagocytée, ou en tout cas opacifiée par le projet terroriste, par l'engagement djihadiste. Alors l'un n'est pas identique à l'autre, mais il y a des points d'articulation qui méritent d'être interrogés. Et je peux tout à fait entendre que sur un plan juridique, cet aspect-là n'est pas mis en perspective tant que ça. Preuve étant d'ailleurs que quand il y a que dans ce type d'affaires, il y a deux types d'interrogatoires. Il y a l'interrogatoire de personnalité et il y a l'interrogatoire concernant les faits. Et le religieux est introduit dans l'interrogatoire concernant les faits, ce qui peut paraître un peu aberrant, même et surtout pour des chercheurs en sciences religieuses. Mais bon, ça c'est encore un autre débat. Et donc je cède la parole à Bruno Michon qui va présenter la prochaine table ronde sur corps, accompagnement et radicalité.